Bonjour chers amis boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Les marchés saignent aujourd'hui, le S&P 500 baisse de 2 le Nasdaq de 2,67 le Dow Jones de 2 Pourquoi? Que se passe-t-il? C'est ce dont je vous parle dans cette vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui ont écouté ma vidéo de lundi, vous avez une petite idée de ce qui se passe. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je vous invite à aller le faire et de revenir à cette vidéo aussi par la suite. Lundi dernier, je vous ai expliqué qu'il y avait deux scénarios d'inflation actuellement. Celui de la Fed qui prévoit une période d'inflation temporaire due essentiellement à l'effet de base et aux chaînes d'approvisionnement qui sont perturbées. Et celui de plusieurs économistes et investisseurs qui prévoient une période d'inflation plus prolongée. Je vous ai aussi mentionné que les données de l'IPC des États-Unis pour le mois d'avril sortaient mercredi, donc ce matin, et que dans le cas où l'on dépasserait le 3 ou 3,5 les marchés pourraient réagir fortement. Les attentes des analystes étaient de 3,6 pour l'inflation du mois d'avril sur une base annualisée. Ça peut sembler élevé, mais lorsqu'on regarde d'un peu plus près, ce n'est pas tout à fait le cas. Il est normal, après avoir connu un important déclin du niveau des prix l'an dernier, que les prix rebondissent fortement dans la mesure où l'économie redémarre après avoir été arrêtée, puis stimuler fortement. Dans la mesure où il n'y aurait pas eu de pandémie, de confinement et de restrictions, il n'y aurait pas eu de période déflationniste l'an dernier. Cette chute des prix a créé en partant un manque à gagner de plus ou moins 1,5 pour rattraper le niveau où se seraient situés les prix sans la pandémie. En ajoutant à cela une hausse normale de 2 d'inflation, on arrive facilement à une inflation de 3,5 à 3,6 En d'autres mots, le nombre qui peut paraître élevé n'est en fait qu'une hausse de prix habituelle de 2 sur une base annualisée à laquelle on a ajouté la baisse de prix causée par la pandémie. Donc, si les données avaient été de 3,6 ce matin, il n'y aurait pas eu matière à s'inquiéter plus qu'il faut. C'est en quelque sorte un rattrapage normal qui était anticipé. Cependant, ce matin, l'inflation pour le mois d'avril n'est pas sortie à 3,6 sur une base annualisée telle que prévue, mais à 4,2 Il s'agit ni plus ni moins de la hausse la plus élevée depuis plus de 13 ans. La dernière fois où les données étaient aussi élevées, c'était en septembre 2008. D'un mois à l'autre, il s'agit d'une hausse de 0,8 Déjà, et c'est à prévoir, les médias parlent de retour à l'inflation, de retour aux années 60 ou 70. L'inflation est sur toutes les lèvres, mais faut-il vraiment parler d'inflation généralisée? Lorsqu'on regarde de plus près, on réalise qu'il est peut-être un peu trop tôt pour parler de retour à l'inflation, quoique ce n'est pas impossible, comprenez-moi bien. Le gros de la hausse de l'inflation au mois d'avril a été causé par un élément particulier, le prix des voitures usagées. J'en ai parlé lundi, mais la hausse est officiellement confirmée. De mars à avril, le prix des voitures usagées a augmenté de 10 C'est la hausse la plus importante depuis que les données sont récoltées en 1953. Cette hausse à elle seule est responsable du tiers de la montée de l'IPC pour le mois d'avril. Toutefois, ce n'est pas le seul élément qui a connu une forte hausse. La location de camions et de voitures est en hausse de 16,2 les billets d'avion de 10,2 et les billets pour les événements sportifs de 10,1 Peut-on dire à ce point-ci que ça y est, l'inflation est parmi nous, on est tous foutus? Pas vraiment. Un point commun de ces quatre éléments, c'est que les chaînes d'approvisionnement ont toutes été mises à rude épreuve dans chacun de ces secteurs. Prenez les voitures usagées. Pendant la pandémie, plusieurs manufacturiers ont réduit leur production, ce qui a fait augmenter le prix des voitures neuves, sans compter les problèmes d'approvisionnement qui ont contribué aussi à la hausse des prix. De plus, peu de gens étaient motivés à vendre leur vieille voiture pour la changer pour une neuve, alors qu'ils ne l'utilisaient presque plus pour se rendre au travail, ce qui a diminué le nombre de voitures usagées à vendre sur le marché. Non seulement ça, mais la période d'incertitude économique a aussi favorisé les gens ou amené les gens à économiser et non à aller s'acheter une nouvelle voiture et de se débarrasser de leur vieille auto sur le marché des voitures usagées. Habituellement, les entreprises de location de voitures sont parmi les plus grands vendeurs de voitures usagées du fait qu'ils renouvellent constamment leur flotte de véhicules. La pandémie a mis en quelque sorte un frein à ce cycle de renouvellement, ce qui a participé à réduire encore plus le nombre de voitures usagées sur le marché. Puis, lorsque l'économie s'est mise à réouvrir, que les chèques du gouvernement se sont mis à rentrer, les gens ont décidé d'en profiter pour aller s'acheter une voiture usagée. Le hic, c'est que l'offre des voitures usagées ne répond pas à la demande. Pas besoin d'un doctorat en économie pour comprendre que cela fait augmenter les prix. Du côté des entreprises de location, certaines ont fait faillite. D'autres se sont débarrassés d'une partie de leur flotte à rabais durant la pandémie et la capacité se retrouve donc réduite.
Dans certaines villes, il est même impossible de louer des voitures et dans d'autres, les tarifs sont absolument faramineux. Même chose du côté des billets d'avion, où les compagnies aériennes ont réduit leur capacité et peinent à répondre à la demande de transport actuellement, ce qui fait augmenter les tarifs. Bref, vous comprenez le principe. Est-ce que c'est un problème qui sera persistant? La réponse, c'est plus non que oui. Les entreprises ont un intérêt à réorganiser leur chaîne d'approvisionnement pour répondre à la demande afin d'augmenter leurs revenus et leurs profits. Lorsque la demande n'est pas comblée pour une entreprise, ça a un coût d'opportunité qui est immense. Ce réajustement ne se fait pas non plus du jour au lendemain, c'est sûr. Mais les forces du marché sont présentement à pied d'œuvre pour rétablir l'équilibre. Il faut dire que l'injection massive de liquidités dans l'économie participe à cette reprise très rapide et l'inflation que ça produit n'est pas étranger à ce qui s'est passé après la crise financière de 2008. Autour de 2012, l'inflation s'était approchée de 4 % alors que la Fed tentait de redémarrer l'économie en lançant son deuxième programme d'assouplissement quantitatif. Pour ma part, les résultats d'aujourd'hui ne confirment ni n'infirment aucun des deux scénarios présentés dans ma vidéo de lundi. Oui, il y a de l'inflation, oui, celle-ci est plus élevée que ce qu'on attendait, mais le phénomène n'est pas encore persistant. Il pourrait très bien être temporaire. Cependant, je m'attends à ce que les données du mois prochain soient autant, sinon plus élevées que celles qui viennent d'être publiées. L'effet de base sera encore plus prononcé et avec les problèmes d'approvisionnement en essence, par exemple, aux États-Unis présentement, ça risque d'influencer à la hausse les données de l'inflation pour le mois d'avril. Maintenant, pour ce qui est du marché, on fait quoi? C'est plate à dire, mais l'incertitude persiste et la bourse n'aime pas l'incertitude. En d'autres mots, la volatilité est là pour rester et tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une idée claire sur quel est le scénario d'inflation qui se dessine, eh bien, les marchés vont nous faire suer. Inquiétez-vous pas, j'ai mal, moi aussi. Si vous êtes dans les entreprises de croissance, la plaie est ouverte et ça saigne. Le truc, c'est que ça risque de saigner pour encore un bon bout. Possiblement jusqu'à la fin de l'été, voire jusqu'à l'automne. J'espère que je me trompe. Écoutez, j'ai pas de boule de cristal, je ne le sais pas plus que vous. Mais avant qu'on ait une idée claire sur ce qui se passe par rapport à l'inflation, ça va prendre plus que 2 mois de données. Maintenant, pourquoi les marchés paniquent? Parce qu'ils ont peur qu'avec ces données d'inflation élevées, la Fed gâche le party en retirant le bol à punch, soit en haussant les taux d'intérêt et en réduisant ses achats d'actifs plus tôt que prévu. Mais ce que les marchés semblent oublier, c'est que la Fed ne haussera pas les taux d'intérêt et ne réduira pas ses achats d'actifs. D'abord, la Fed, sans le dire explicitement, priorise l'atteinte de son objectif de plein emploi chez tous les groupes ethniques aux États-Unis, noirs, hispaniques, asiatiques et blancs, par rapport à l'inflation. Pour cette raison, elle va agir seulement lorsque le chômage sera redescendu dans tous les groupes ethniques. Compte tenu que les prestations de chômage bonifiées et l'aide financière accordée dans le cadre de la pandémie ne se terminent qu'en septembre, il est difficile de voir comment l'objectif pourrait être atteint avant la fin de ces prestations. Les gens préféreront profiter de l'été sans travailler, payer au salaire minimum en recevant leur chèque du gouvernement que d'aller travailler au salaire minimum et je les blâme pas. Écoutez, c'est normal, 90% des gens feraient la même chose. Deuxièmement, la Fed ne peut pas diminuer ses achats d'actifs. Elle finance plus ou moins 40% du budget du gouvernement par ses achats d'obligations. Réduire les achats voudrait non seulement dire une hausse des taux d'intérêt et du service de la dette, mais aussi une baisse de la capacité de financement du gouvernement et l'introduction de mesures de réduction des dépenses et de l'appareil bureaucratique américain. Or, c'est pratiquement impossible, dans la mesure où Biden, qui a déjà accumulé un déficit de 1,9 trillion en 4 mois, veut en dépenser 2 autres trillions pour financer divers projets d'infrastructure. Tout ça pour dire que les marchés s'inquiètent peut-être pour rien. La clé dans tout ça, c'est de savoir si le gouvernement va continuer à faire fonctionner la presse à monnaie de la Fed et en dépensant toujours plus, ou s'il va s'arrêter après son plan d'infrastructure. C'est possible qu'on ait une période d'inflation intense durant l'été, puis que le tout se calme à l'automne à mesure que les chaînes d'approvisionnement seront rétablies et que la presse de Jérôme Powell ne sera plus autant sollicitée. C'est possible aussi que le gouvernement américain continue sur sa lancée de dépenses et que l'inflation s'installe pour de bon. Dites-vous que si les anticipations des agents économiques par rapport à l'inflation se désancrent, eh bien, on est peut-être parti pour une période inflationniste assez intense.
Cependant, je crois sincèrement que la Fed freinerait l'inflation si celle-ci monterait à près de 5 ou 6 de façon répétitive. Dans tous les cas, je suis la situation de près et je grappille ici et là des actions d'entreprise que j'affectionne particulièrement. Je vais peut-être avoir l'air stupide pour les 6 prochains mois, mais si l'inflation ne colle pas, le sourire risque de me revenir dans le visage en 2022. Qui risque rien n'a rien et la bourse est un mécanisme de transfert de richesse de l'impatient vers le patient. Je vous laisse là-dessus. Laissez-moi savoir comment va votre portefeuille dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.